Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Si vous avez moins de 20 ans, en 2020, il se peut que Matrix ne soit pour vous qu'un film comme les autres dont vous connaissez les passages cultes, mais sans plus. Si comme moi vous êtes né plus tôt, il y a de grandes chances que vous ayez vu ce film au cinéma ou à la télévision et qu'il ait eu un impact important sur votre vision de ce qu'est un film. Vous n'aurez pas non plus manqué l'empreinte qu'il a eue sur l'industrie filmique, via notamment les nombreuses parodies et hommages qui réutilisent ou détournent les codes de ce film. Pourtant, rien n'a réellement été inventé pour Matrix. Des effets spéciaux à la mise en place de l'ambiance ou à la définition du héros, tout préexistait la réalisation de Matrix, et cela n'a nullement empêché ce dernier de marquer les esprits par sa façon de mixer toutes ses caractéristiques. Pourtant, l'un des points importants, pour ne pas dire LE point primordial de l'univers, pose un énorme problème, puisqu'il est en contradiction totale avec les lois de la physique. Deux possibilités s'offrent donc à vous maintenant. Soit vous choisissez la pilule bleue en fermant la vidéo, vous continuerez votre vie normalement et resterez à jamais dans l'ignorance de cette erreur, soit vous choisissez la pilule rouge en visionnant cette vidéo, et vous vous apprêtez alors à voir la pierre angulaire du film s'effriter sous vos yeux. Je ne détaillerai pas ici tous les aspects du scénario qui ne vont pas entrer en jeu dans mon analyse, mais uniquement le nœud du problème dans la logique du film afin de le disséquer et de l'analyser. Pour rappel, nous apprenons dans le premier film Matrix que les machines ont réduit l'humanité en esclavage, gardant les esprits de la population prisonniers dans une simulation informatique d'un monde à la fin des années 1990, dans le but d'utiliser les corps humains comme des piles, tirant ainsi parti de l'électricité de leur cerveau et de la chaleur de leur corps afin de produire de l'électricité qui alimente leur société. Les humains sont donc gardés en vie par les machines, qui utilisent le génie biologique afin de créer des embryons qui, une fois développés, sont récoltés pour être ensuite stockés dans de grandes baignoires pour le restant de leur jour, elles-mêmes agencées dans d'immenses tours qui s'étendent à perte de vue. Dans les courts-métrages Animatrix, expliquant et développant le lore de la série, nous apprenons que l'humanité est entrée en guerre avec les machines et que dans une tentative désespérée pour gagner la guerre, les humains ont décidé d'obscurcir le ciel afin de priver ces dernières de l'énergie solaire dont elles dépendaient, espérant ainsi qu'elles se retrouveraient rapidement à court d'énergie et qu'elles cesseraient de fonctionner. Cependant, les machines, bien plus ingénieuses et promptes à s'adapter aux modifications de leur environnement que leurs créateurs, ont rapidement trouvé une nouvelle source d'énergie, l'être humain. C'est donc ainsi qu'est décrit l'enchaînement des événements menant à la situation dépeinte dans le premier film Matrix. Mais où donc se situe le grain de sable venant casser le balai harmonieux des rouages de l'univers qui nous est décrit ? Eh bien, ce minuscule grain de sable est en fait un gigantesque caillou et se situe juste en face de vous. Il est même tellement gros que vous en oubliez qu'il est là. Pour expliquer rapidement les choses, nous mangeons pour obtenir des nutriments qui font fonctionner notre corps. Ces nutriments, à la façon des Lego, vont servir de blocs élémentaires afin de fabriquer les cellules et toutes les molécules de notre corps d'une part, mais vont également fournir d'un autre côté l'énergie nécessaire afin de faire fonctionner ces mêmes cellules et notre corps dans son ensemble. Si jamais vous cessez de vous alimenter, vous allez perdre du poids puisque votre corps va puiser dans un premier temps dans ses réserves de graisse, avant de puiser dans ses propres organes ce dont il a besoin pour se maintenir en vie. Or, un être vivant, comme tout système soumis aux lois de la physique, n'est pas d'une efficacité parfaite. Si nous prenons l'exemple de l'ampoule que nous avions déjà évoqué dans un épisode précédent, une grande part de l'énergie est inexploitable par le système. Supposons que l'énergie thermique et électrique produite par les corps humains soit capable de faire fonctionner des circuits électriques. Ces deux formes d'énergie combinées restent néanmoins inférieures à l'énergie contenue dans les aliments qu'il a fallu fournir à ce même corps humain afin qu'il produise cette chaleur et cette électricité. Les machines se fatiguent donc à utiliser l'humanité comme source d'énergie, mais elles ne sont en réalité capables que de récupérer une quantité inférieure à l'énergie fournie au départ du processus. Les machines seraient-elles donc totalement idiotes ? A priori, oui, à moins que l'histoire se passe dans un monde alternatif où le corps humain est devenu un réacteur nucléaire digne des Super Saiyans. Vu qu'elles ont accès à une certaine quantité de nourriture que l'on peut assimiler à des produits chimiques divers, pourquoi ne pas directement utiliser ces produits chimiques afin d'en tirer le maximum d'énergie, soit en les brûlant, ou plutôt d'alimenter une usine qui transforme cette énergie en une autre avec beaucoup moins de pertes que le corps humain. La raison de cette contradiction avec la deuxième loi de la thermodynamique peut trouver une explication dans les premières versions du script des Wachowski. Dans ces versions antérieures, les machines n'utilisaient pas les êtres humains comme une source d'énergie, mais comme un gigantesque supercalculateur. Si cette utilisation semble plus réaliste que l'histoire qui nous a été racontée dans les versions du film, elle n'est cependant pas compatible avec la réalité et pose d'autres problèmes que nous n'allons pas aborder ici. Pourquoi alors avoir abandonné cette idée de supercalculateur et transformé l'humanité en pile vivante ? La raison de ce non-sens physique est imputable aux producteurs du film
qui pensait que le public de l'époque n'allait pas bien comprendre l'idée de supercalculateur. Il faut en effet garder à l'esprit que le film est sorti en 1999, à l'époque où les smartphones n'existaient pas encore, la démocratie d'internet était en cours et où l'on découvrait à peine les bienfaits du port USB. Si une grande part de la population mondiale avait déjà vu un ordinateur, rares étaient celles et ceux qui savaient véritablement s'en servir, et les notions de processeur, de calcul partagé ou même de supercalculateur étaient tout aussi ésotériques à l'époque que ne le sont aujourd'hui les propriétés des pattes nucléaires au sein des étoiles à neutrons. Les Wachowski font donc une refonte de leur scénario afin d'aborder un concept beaucoup plus compréhensible, la recherche d'une source d'énergie. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le point faible de l'histoire des films Matrix réside dans son concept le plus fondamental, qui consiste à utiliser les êtres humains comme une source d'énergie afin de faire fonctionner la société des machines. Cette base du film a dû se faire s'arracher les cheveux à nombre de scientifiques depuis la sortie du film, qui sont restés bloqués sur ce point de scénario malgré la qualité globale du long métrage. Sans énergie solaire à disposition, les machines auraient pu utiliser sans difficulté d'autres moyens de production d'électricité, comme par exemple l'éolien, l'hydrolien, l'hydraulique, la géothermie, le nucléaire, bref, vous avez compris, tout sauf ce qui a été proposé, à savoir l'humanité comme pile qui reste l'une des pires idées possibles. Cette incohérence, en violation avec les lois de la thermodynamique, est due à la volonté de la production d'introduire dans le film une problématique plus compréhensible par le public de l'époque que l'idée de supercalculateur avec les cerveaux humains proposés au départ. En poussant l'idée et en admettant qu'utiliser l'humanité comme source d'énergie est une solution viable, les machines auraient pu éviter l'écueil de la rébellion en sectionnant la moelle épinière des bébés, faisant ainsi des chantes de tétraplégiques incapables du moindre mouvement s'ils venaient à se réveiller. Cependant, au fil du temps, une autre théorie dont je n'ai pas encore entendu parler a fini par germer et à grandir dans mon esprit malade et dérangé. Sachant qu'il est improbable que des machines conscientes et scientifiquement avancées telles qu'elles nous sont décrites ne soient pas en mesure de trouver une solution à l'assombrissement du ciel, et qu'elles n'auraient eu aucune difficulté à trouver une bien meilleure source d'énergie que l'être humain en quelques heures, pourquoi alors s'encombrer des humains et les exploiter comme source d'énergie ? Bien entendu, nous pouvons invoquer le changement imposé par les studios, ou le fait qu'une humanité tentant de se libérer de ses chaînes parle plus au grand public, mais pour ma part, je pense que l'humanité comme source d'énergie est un mensonge créé par les machines. Il est plus logique que ces dernières aient construit ce mensonge élaboré et que la matrice ait été créée pour soutenir ce mensonge afin d'étudier plus en profondeur la psyché humaine. Avec leur connaissance, leur force de travail ainsi que leur vitesse à s'adapter et à concevoir des solutions aux problèmes rencontrés, il ne fait aucun doute que les machines ont réussi à gagner rapidement la guerre et tout aussi rapidement à redonner au ciel sa teinte azurée. Elles auraient alors pansé les plaies des blessés, ce qui leur aurait permis de remarquer l'impact négatif monumental des êtres humains sur la biosphère, mais également leur volonté de détruire encore plus la planète pour remporter la guerre. Lassés de voir leur créateur prêt à tout sacrifier pour la victoire, mais ne souhaitant pas les détruire pour autant, les machines auraient créé la matrice. La nature aurait alors repris ses droits sur Terre, comme nous avons pu le voir pendant le confinement, les machines ne prenant que peu de place pour elles sur la surface de notre planète, puisqu'elles ont la capacité de virtualiser leur esprit dans le réseau en dehors de tout corps matériel. Elles auraient alors étudié le fonctionnement de l'être humain via la matrice, tout en créant des humains génétiquement modifiés afin de rendre ces derniers plus pacifiques envers la nature, envers les machines, mais également envers ceux de leur propre espèce. Le but caché des machines serait donc de créer une nouvelle humanité, si possible exempte de ses biais et de son agressivité naturelle, afin de pouvoir un jour la faire revenir dans le monde réel. Les machines, ayant amélioré leur créateur, seraient alors en paix avec ces derniers et pourraient entreprendre de faire bénéficier à l'humanité l'accès à leur technologie afin de vivre avec eux en bonne harmonie. Qui sait, peut-être qu'une fois l'humanité assagie, les machines leur proposeraient d'avoir accès à l'immortalité que tant de personnes ont recherché de leur vivant. Une immortalité certes loin d'être ce qui a toujours été envisagé, puisqu'elle serait faite de silicium et d'esprits transférés d'un circuit à l'autre, mais une immortalité tout de même. Les machines et l'humanité ne faisant plus qu'un, cette entité serait alors en mesure de parcourir les confins de l'espace à la recherche d'autres planètes non habitées afin d'exploiter les ressources, tout en étudiant sans interférer les exoplanètes habitées afin d'en apprendre plus sur l'univers et la vie, et rencontrer peut-être un jour une espèce intelligente ailleurs avec qui nouer des liens. Si c'est l'histoire de la guerre contre les machines qui nous est finalement contée, cette version de l'histoire avec des machines protégeant la Terre de l'influence néfaste des humains reste néanmoins compatible avec tout ce qui nous a été dit dans les différents volets tout en restant compatible avec les règles élémentaires de la thermodynamique. Même s'il est peu probable que l'on nous dise un jour que les machines mentent réellement aux humains depuis le début,
Puisque les studios cherchent avant tout à faire un film qui va rapporter le plus d'argent possible avec le moins de risques, il y a fort à parier qu'après avoir abordé la réalité et l'illusion dans le premier film, puis la guerre pour la liberté dans les deuxième et troisième films, aborder plus philosophiquement le lien entre mensonge et vérité serait un moyen efficace de faire une critique acerbe de nos sociétés, des propagateurs de désinformation et autres fake news, gesticulant pour exister et jouant sur la peur pour s'enrichir. J'espère très sincèrement que le 4e volet des films Matrix aille dans cette direction du mensonge des machines, même si je pense qu'il est plus probable que ce nouveau volet aborde l'aspect de l'identité et de l'acceptation de soi, ainsi que la bataille pour être ce que l'on souhaite, ce qui serait plus en adéquation et permettrait une matérialisation métaphorique de la lutte des Wachowski au cours de leur transition de genre. Quoi qu'il en soit, la chose la plus importante qu'il reste à faire pour l'instant, pour vous comme pour moi, est d'attendre la sortie de ce 4e volet de la saga afin de juger sur pièce de sa qualité cinématographique et de voir en quoi il s'inscrit dans la continuité de l'histoire qui nous a été contée ou qu'il met en place une rupture avec ses prédécesseurs. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, qui est le 2e de la série sur la science dans la fiction. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez toujours la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.